Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Éric Piolle, le maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. 5 ans après une élection surprise, l'heure est au bilan à l'hôtel de ville de Grenoble. Dans quelques mois, la majorité écologiste, parti de gauche, se présentera devant les électeurs, espérant bien être reconduite. Mais que restera-t-il de ce mandat? La promesse d'une ville émancipatrice, durable et solidaire, d'une ville pour tous, a-t-elle été tenue? Les désengagements financiers de l'État, la construction de la métropole, n'ont-ils pas réduit les marges de manœuvre? Quelles sont les fiertés et les regrets d'Éric Piolle? Voilà le menu cette semaine du Récap Info. Éric Piolle, merci encore d'être avec nous pour cette toute dernière émission du Récap Info. J'ai parlé de cette majorité plurielle, parti de gauche, Europe Écologie Les Verts, avec des collectifs citoyens. Pour votre équipe en 2020, ce sera le même triptyque? Alors, ce n'est pas l'heure du tout de la campagne. On est là dans l'exercice du mandat, tous les jours au service des Grenobloises et des Grenoblois. De façon générale, ce que nous avons fait en 2014, c'est que finalement, il y a eu la construction d'un projet collectif et des organisations politiques, des mouvements politiques et des mouvements citoyens qui se sont mis au service de ce projet. Je crois que cette logique-là, elle est positive parce qu'elle permet de dépasser les appartenances. Chacun peut venir avec son histoire, certains qui ont une histoire politique, d'autres pas, et regarder en fait le projet, construire le projet, y amener sa pierre. Et c'est ça qui permet finalement la conduite du changement et la transformation, la redéfinition de nos conditions d'existence. Donc si l'expérience est bonne, ça veut dire qu'elle peut être reconduite? Avec un arc humaniste qui, de fait, a pris de l'épaisseur depuis 2014. On a vu Génération se créer, on a vu le Parti communiste se transformer et être dans cette dynamique-là. Le Parti socialiste et la social-démocratie qui, elle aussi, est en train de muer. On le voit à Paris, mais on le voit dans d'autres villes, qui est en train de muer. On l'a vu aussi au moment des élections européennes avec cet attelage avec Place Publique. Donc ça veut dire déjà qu'on imagine un rassemblement plus large encore que celui de 2014 pour 2020. Je crois que cet arc humaniste, il a vocation, c'est potentiellement vraiment une majorité de Françaises et de Français, et donc partout où il peut se traduire, je crois que c'est intéressant. Et à Grenoble, on a fait une première étape en 2014, et ben cet arc humaniste, il peut encore s'élargir, oui. Alors il peut s'élargir, est-ce que certains peuvent en sortir? Vous savez, je pense à la France Insoumise, on a entendu ici ou là que la France Insoumise pourrait par exemple faire une liste indépendante dès le premier tour. Chacun mesure ses stratégies et ses ambitions également. Ce qui est intéressant dans ces mouvements de gauche par envie, c'est que finalement, ils mettent autour de la table des gens qui sont pour une part désaffiliés, qui sont en colère et qui retrouvent une parole publique, qui retrouvent une contribution. Et cette parole publique de ceux qui sont le plus éloignés de la sphère publique, de ceux qui souffrent aussi d'un point de vue économique, elle est indispensable pour transformer la société. On ne peut pas transformer la société juste avec ceux qui vont bien et très bien et qui le feraient en pensant à leurs enfants. Il faut le faire avec ceux qui ont un intérêt là, direct, à ces changements. Mais ça veut dire qu'on pourrait faire une liste commune avec des partenaires qu'on n'aurait pas réussi à rallier, par exemple récemment aux européennes ou un peu avant aux législatives? Aux européennes, de fait, moi, je me suis attelé entre le mois de juin et le mois d'octobre. C'est un peu cette ambition-là, c'est un peu heurté au positionnement à la fois d'Europe Écologie et puis des autres structures. Chacun a voulu partir dans son coin. Ça n'a pas été facile pour rassembler tout le monde. Ça n'a pas été facile. D'ailleurs, ça a échoué. Ça a échoué, ça a été impossible. On a laissé ce duel entre l'extrême droite et Macron s'installer, entre l'ultralibéralisme et le repli sur soi, en étant très loin de cela. Donc, quelque part, nous, représentants de cet arc humaniste, avons été en échec. Oui, c'est un échec. Vous dites que c'est un échec de ne pas avoir réussi à rassembler à gauche. On peut regarder que le résultat, pour Europe Écologie, correspond à une vraie dynamique. L'écologie est maintenant dans toutes les têtes. Ce n'est plus l'heure des lanceurs d'alerte. Il y a une vraie sensibilité qui traverse d'ailleurs l'ensemble des courants politiques, avec plus ou moins de cohérence et plus ou moins de volonté, mais en tout cas il y a cela. Mais donc on peut se dire que oui, on fait 4-5 points de mieux que les sondages, que Europe Écologie, Yannick Jadot font 4-5 points de mieux que les sondages, ou bien qu'ils font 3 points de moins qu'il y a 10 ans en 2009, auquel cas on se dit tiens zut, 3 points de moins, alors que quand même le sujet de la justice sociale et justice environnementale ont pris une ampleur, et notamment cette année. Parce qu'il ne faut pas oublier l'année que nous venons de vivre.
Il y a eu la démission de Nicolas Hulot fin août, qui a sonné, je crois, comme un électrochoc majeur dans l'opinion, en se disant, ben zut, si même lui, avec son envie, sa sincérité, sa volonté de bien faire, ce choix pas facile qu'il avait fait de rejoindre Macron alors qu'il lui tapait dessus pour absence de volonté sur l'écologie quelques semaines avant, il a fait ce choix-là, qui était un choix courageux. Il en sort, tout le monde se dit, bon, là, si lui, il jette l'éponge, il faut qu'il se passe quelque chose. Ça a été aussi l'année des marches pour le climat qui ont rassemblé à Grenoble entre 15 et 20 000 personnes, des éléments majeurs, des mouvements de jeunesse également. Et je crois aussi d'une aspiration de tous, y compris des milieux économiques, des milieux universitaires qui à Grenoble sont historiquement très porteurs. Tout cela rejoignent cette ambition de la société civile qui pour cette justice sociale et environnementale. Revenons à Grenoble et aux forces qui se mettent en place. Quand Yann Montgaburu choisit de rejoindre Benoît Hamon et son mouvement Génération, c'est aussi une façon d'élargir cette majorité ? Chacun, ça montre juste qu'aujourd'hui, les étiquettes partisanes ne sont pas forcément la lecture première de l'engagement politique, et que cette volonté d'être au service d'un collectif, elle peut passer par différentes façons. Il était une figure emblématique d'Europe Écologie Les Verts en Isère, quand même. Longtemps porte-parole. Il était longtemps porte-parole. Il continue son engagement, toujours au sein du groupe qui est de l'aventure de 2014, et toujours au sein de cet arc humaniste, toujours au service de ce projet collectif. C'est plutôt réjouissant. Ici même, Paul Bron de Go Citoyenneté nous a clairement dit que si on lui en faisait la proposition, il rejoindrait volontiers ce que vous appelez cet arc humaniste. Oui, je crois que c'est Génération, Go Citoyenneté, il a les deux casquettes, mais c'est les formations politiques. On ne va pas faire comme ça de c'est difficile de se retrouver dans toutes ces écuries, effectivement. Oui, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a là, je discute régulièrement avec Benoît Hamon, il y a là un espace politique commun. Nous avons essayé de le rassembler aux européennes. J'en avais discuté avec Benoît Hamon, avec Philippe Lamberts. On s'était retrouvés ici, chez moi, à Grenoble, début juillet l'année dernière, pour poser cela. Nous n'avons pas su le faire, donc ce n'est que partie remise. On ne peut pas se résoudre à faire de Macron un président à vie. On ne peut pas se résoudre à avoir ce schéma qui veut une dualité, un nouveau bipartisme entre l'extrême droite et lui. Quand on organise cela, il y a un moment, c'est une alternance. C'est un piège qui est tendu ? En tout cas, c'est un regard politique qui dit en fait, on crée un mur, comme ça, moi, je suis toujours le rempart. Macron, il dit moi, je vais être le rempart contre l'extrême droite, votez pour moi par peur. Sauf que ça ne marche pas, ça fait monter le Front National. Nous l'avons vu, le Front National a doublé ses voix à la présidentielle de 2017. Il est encore très haut aux européennes. Quand on organise cette alternance-là, il y a un jour où l'alternance arrive. Encore faut-il que soit la gauche se rassemble, soit la droite se... Il y a une proposition, clairement. La sphère politique aujourd'hui est organisée en trois parties. La sphère du repli sur soi, de l'extrême droite, et puis d'une partie de la droite qui ne sait plus trop où elle habite. Une partie ultralibérale qui s'est finalement fondue dans l'effondrement des LR et du Parti socialiste d'abord, une OPA sur le PS, puis une OPA sur les LR. Il y a cet ultralibéralisme sécuritaire et très dirigiste. Et puis, il y a un arc humaniste qui peine aujourd'hui à se cristalliser. Ça a été le cas à Grenoble, ça peut l'être ailleurs en France également. Et on a bien compris que c'était votre ambition pour les prochaines municipales, d'essayer de rassembler cet arc humaniste, comme vous l'appelez. Juste un mot, il se dit aussi que vous pourriez renoncer à être maire de Grenoble pour un second mandat et pour vous concentrer sur la présidence de la métropole. C'est quoi ? C'est des rumeurs ? La question de la métropole est une question centrale, ça c'est sûr. On a fait, vous savez qu'à Grenoble, nous avions un passif, le territoire avait vraiment un passif, 50 ans d'antagonisme nourri entre la ville-centre et les communes tout autour, quelle que soit leur taille. Nous avons desserré cela, nous avons encore du travail à faire. On l'a fait dans des conditions pas faciles. Le début de mandat, rappelons-nous, a été compliqué. Christophe Ferrari, maire de Pont-de-Clé, 10 000 habitants, qui devient président avec mon soutien fort, le soutien de notre groupe, en étant attaqué à l'époque par les petites communes et par le groupe communiste. Depuis, on a montré qu'en fait ça marchait très bien. Nous avons montré que cette majorité elle avait un socle solide, un projet de mandature et que ça avançait bien. Donc pas de présidence pour la ville-centre. La question de la métropole, en fait, c'est pas la question du putsch de la ville-centre sur la métropole, ça ne peut pas marcher. C'est au contraire comment on dessert cet antagonisme, comment on continue à nourrir un projet
commun. Nous le faisons, plan local de l'habitat, plan local d'urbanisme intercommunal, le règlement local de publicité intercommunale. Tout cela, c'est des projets porteurs, le projet de territoire. Ça permet de fédérer, de se dire qu'on vit dans un même bassin de vie, on partage des choses. Et c'est ce que j'ai voulu aussi montrer comme signal avec l'accord local en permettant à 9 communes entre 5 et 10 000 habitants d'avoir un deuxième siège. Donc pas de velléité de présidence de la métropole pour Éric Piolle, c'est ce que j'entends. Le bilan de mandat, vous aurez cet avantage qu'ont les majorités sortantes, celui de défendre un bilan. Quelle est votre fierté du mandat? Une fierté du mandat? La fierté, c'est la transversalité. Je crois que c'est de réussir à conduire le changement. Non, ça produit des résultats très concrets. On l'a vu, que ce soit sur la pollution de l'air, sur la mobilité, sur la santé, notre politique culturelle qui a eu du mal à se mettre en place en début de mandat et qui a trouvé son rythme également. Toutes les dimensions de l'espace public, comment transformer un espace qui était vu comme un espace de circulation et de stimulation de cette société de consommation, comment le transformer dans un espace de rencontre, de partage. Et puis une exigence de gestion, je crois, qui était forte, une exigence d'efficacité pour le service public, qui, je crois, honore le service public. Et ça a été à la fois de la sobriété, mais aussi un travail coopératif qui permet d'avancer et de poser un cadre pour le service public qui soit fort. On va revenir sur l'organisation. Je vous ai posé la question de la fierté. Un regret maintenant? Il y a des difficultés, des choses qu'on a encore à travailler. Typiquement, nous avons fait beaucoup de progrès dans la relation entre l'institution et la société civile, la démocratie participative, les budgets participatifs qui marchent extrêmement bien et qui transforment concrètement la ville. C'est un regret que je vous demandais. Les chantiers ouverts au public, les conseils citoyens indépendants, les ateliers de projet, etc. Il y a une difficulté, clairement, sur laquelle nous travaillons encore, qui est que nous sommes un seul groupe dans la majorité. Ça a une force parce que ça veut dire qu'on conduit le changement tous ensemble. On n'est pas chacun en train de tirer, tel groupe aurait l'adjoint au sport, l'autre l'adjoint à la culture, l'adjoint à l'espace public. Non, c'est vraiment un projet collectif. On est au service de l'intérêt général et de ce projet. C'est positif. Le côté difficile, c'est que quand on prend des décisions, on a beaucoup discuté en interne. Et quand on va à l'extérieur, quand nous allons, nous, élus à l'extérieur, du coup, la décision est déjà très mûrie. Et nous avons eu du mal à faire passer le cheminement intellectuel, à quoi nous avions renoncé, quels arbitrages nous avions fait, ce qui peut donner dans certains endroits des sentiments de brutalité. Et je crois que ça, c'est un défi, finalement, quand des citoyens comme ça s'emparent de l'institution, comment qu'on nourrit cette articulation. Il y a des endroits où on a très bien réussi, mais dans la décision publique, à certains endroits, ça peut paraître comme brutal. C'est plutôt un joli défi à relever. Un sentiment de brutalité. Alors, en illustration, me vient en tête l'annonce de la fermeture de certaines bibliothèques, ce plan de sauvegarde des services publics qui pouvait paraître valeureux au départ et qui, au final, a été plutôt brutal ou perçu comme brutal? Il a été perçu comme courageux aussi, parce que de fait, nous avons perdu un mois de budget de fonctionnement dans le mandat. Les décisions du gouvernement ont été d'une violence incroyable. C'est une attaque en règle contre les municipalités, contre les collectivités locales. Sur la durée du mandat, c'est 90 millions d'euros de fonctionnement qui ont été ponctionnés par l'État et qui ont entraîné des décisions parfois difficiles, parfois douloureuses, mais courageuses et qui gardent une ambition pour le service public. Donc sur la méthode, pas de regret. Donc il y a toujours matière à faire différemment, mais je crois qu'il faut aussi assumer un courage politique fort. C'est ce que nous avons voulu, et je crois que c'est ça qui est attendu également. Ça n'empêche pas derrière d'être critiqué, mais au moins le cap est clair. Comment garantir des sécurités pour les habitantes et les habitants, comment chérir les biens communs, comment nourrir ce désir de sens. Je crois que nous avançons dans ces trois dimensions-là. La concertation, la démocratie participative, ça aurait pu être une de vos fiertés. Je pensais que vous annonceriez ça. En revanche, les conseils consultatifs ont échoué. Non, ils produisent des choses parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été là et qui, peut-être en termes d'échelle, ça leur convenait mieux. Le fait que ce soit temporaire sur un mandat de 2 ans et qu'ils n'aient pas l'impression de mettre le doigt dans une association dont il faudrait trouver un successeur avant d'en partir. C'était pas ce qui avait été annoncé au départ. La question de la parité, la question du tirage au sort sur les ateliers de projet qui ont très bien marché, là, qui est une adaptation des conseils citoyens indépendants, parce que nous adaptons, on invente, on s'entraîne à la démocratie. Il faut garder cette humilité de se dire qu'on s'entraîne à la démocratie. C'est 30 personnes, dont
sont 17 tirés au sort et qui se sont investis et qui marchent très bien. Donc on a su aussi s'adapter, on teste et on avance. Évidemment, il n'y a personne qui a la solution toute faite pour la démocratie. C'est par définition le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Donc il faut s'entraîner en permanence à la démocratie. Ouais, ce qu'on a testé sur cette question-là, c'est aussi la votation d'initiative citoyenne. Le passage en force a échoué, puisque la proposition grenobloise a été retoquée. On a été attaqué par le gouvernement, ce qui est sidérant. Attaqué par le gouvernement, c'était quelques mois avant le mouvement des Gilets jaunes qui vraiment exprimait fortement une volonté de dire nous avons une place, nous voulons parler, plutôt que d'être méprisé par Macron, ceux qui ne sont rien, là, qu'il a balayé avec une sorte de regard philosophique qui est très inquiétant. Ce n'est pas un regard de fraternité, c'est ceux qui ne sont rien, là, ils ont voulu dire qu'ils étaient là. De fait, le gouvernement nous a attaqués parce qu'on faisait voter les jeunes, les moins de 18 ans, parce que nous faisions voter les étrangers et tous les résidents. Des personnes non inscrites sur les listes électorales, ce qui Exactement. a été considéré comme anticonstitutionnel. Et parce que nous n'exigions pas un seuil de participation de 50%, qui est totalement incongru. Il n'y a pas eu 50% de participation aux législatives. C'est-à-dire que le positionnement aujourd'hui du débat public et ce jeu extrême droite Macron, ça a produit aux législatives moins de 50% de participation. Et on demanderait au référendum d'initiative locale de dépasser ces 50%. Vraiment, là, c'est une incohérence totale. C'était assez amusant de voir que dans le même temps, nous étions attaqués par le gouvernement. Et nous recevions des missions parlementaires qui venaient étudier ce qui se passait à Grenoble. Et nous recevions des prix un peu partout, en France d'ailleurs et en Europe, sur la démocratie participative. Donc à la fois on disait, tiens, là, il s'invente quelque chose d'intéressant. Et puis, dans le même temps, le gouvernement nous rabotait les ailes. Sur la démocratie participative, certaines unions de quartiers, associations de quartiers se plaignent, disent on n'est pas entendu, nos lettres restent sans réponse. Vous l'entendez, je pense à l'union de quartier du centre-ville, à celle de Championnet ou encore à celle du village olympique qui régulièrement sollicite les médias en disant nos courriers restent sans réponse. Alors, les courriers ne restent pas sans réponse, et les adjoints de secteur sont très présents. Après, il peut y avoir des endroits de conflit d'usage, et notamment au centre-ville, puisque là, il y a à la fois les habitants, ils habitent là, et à la fois ce centre-ville, c'est le cœur de toute une métropole. Et donc, ce plan d'aménagement que nous avons fait, cœur de ville, cœur de métropole, ville et métropole ensemble, cette piétonisation de la place Grenette, cet aménagement de la rue de la République est en train de se faire, les piétonisations des rues Chenoise et de Lyon que nous allons inaugurer bientôt, la passerelle, et puis le boulevard Agut-Samba et Maréchal Lyoté que nous venons d'inaugurer avec le président de la métropole et le président du syndicat mixte des transports en commun samedi dernier. Il y a là une transformation majeure qui forcément inquiète aussi dans les usages, qui a pu inquiéter les commerçants, là on en voit plutôt le bout, et puis qui peut aussi perturber les habitants qui sont habitants du quartier. Vous entendez ces messages d'inquiétude? Il y a toujours du dialogue, en tout cas je les ai reçus, on a même partagé des repas ensemble, et après il reste des désaccords, c'est aussi ça la démocratie. Mais le dialogue est ouvert. Ce mandat, il aura aussi été marqué par certains bras de fer. Alors des bras de fer que vous avez voulu imposer ou qu'on vous a imposé. On a évoqué le bras de fer sur la votation d'initiative citoyenne. Les migrants, par exemple, quand vous postez sur Facebook une vidéo où on vous montre au col de l'Échelle, dans les Hautes-Alpes, en train d'interpeller très directement le gouvernement, ça a quel objectif ? L'objectif majeur, à la fois très concret pour nous, puisque nous avons des habitantes et des habitants, d'où qu'ils viennent. L'État les laisse là, donc pour nous, c'est vrai à Grenoble, mais c'est vrai à Bordeaux, c'est vrai à Nantes, c'est vrai à Lille. J'ai écrit des tribunes dans les médias nationaux là-dessus, avec Alain Juppé, avec Jean-Luc Moudenc, avec Martine Aubry. Donc c'est une question qui nous concerne tous. Nous disons, les maires des grandes villes, ces habitants, ils sont là. Donc pour nous, c'est des habitants de toute façon, puisqu'ils sont là. Et puis, donc, l'État qui est en charge de l'hébergement ne peut pas violer comme ça les lois qu'il a lui-même mises en place. Ça n'est pas digne, ça n'est pas humain, ça n'est pas efficace non plus pour l'intégration, pour l'accueil et pour tout ce que ces gens nous amènent. Mais vous imaginez faire fléchir le gouvernement sur une question pareille, vous, maire de Grenoble? Je pense que c'est central. D'abord, c'est pas moi, maire de Grenoble, ça part de partout en France et de profils politiques aussi très larges. Parce que c'est aussi un regard sur l'avenir.
le regard, c'est ceux qui veulent se mettre à l'abri. Les 1% des nantis qui veulent se mettre à l'abri et qui veulent se mettre offshore, c'est vraiment ça. Et puis, derrière, ils auraient cette même logique en disant on va mettre des murs partout. Ça n'est pas à la hauteur des enjeux qui sont devant nous. Nous le savons, le dérèglement climatique va entraîner des migrations fortes et personne ne croit que nous allons construire des murs assez hauts pour que nous puissions regarder aux informations mourir des gens en train de traverser la Libye, traverser la Méditerranée dans des conditions qui sont indignes, en violation totale d'ailleurs du droit maritime international. C'est purement scandaleux, c'est des milliers de vies qui disparaissent là, alors que les États, dont la France, ne sont pas au rendez-vous du développement, des objectifs du millénaire du développement, ne sont pas au rendez-vous de l'aide internationale pour traiter des questions de justice sociale et des questions de justice environnementale dans les pays où il y a la guerre climatique, où il y a le dérèglement climatique. Et vous le savez, l'Afrique va voir son nombre d'habitants doubler dans les 30 prochaines années. Si nous espérons juste les regarder à travers nos smartphones en train de subir le dérèglement climatique, je crois que nous nous trompons et ça ne correspond pas à notre propre humanité et ça ne correspond pas à l'histoire de Grenoble. Grenoble a été construit par ces vagues successives qui sont venues et qui se sont mélangées aux gens qui étaient ici. Et à chaque fois, il y a un mélange qui produit. Ça a été vrai pour les Savoyards avant que la Savoie devienne française. Et ça a été vrai pour les immigrations arméniennes, chiliennes, les boat people, l'immigration maghrébine évidemment. C'est des liens très forts et un regard de fraternité très fort où on regarde les gens pour ce qu'ils amènent, leurs compétences et leur humanité. C'est ce même devoir d'interpellation qui vous pousse à prendre un arrêté anti-expulsion dont vous savez pertinemment que la justice administrative va l'annuler. Non, parce que nous avions regardé... D'autres communes avaient connu les mêmes déboires. Non, parce que nous n'avons pas produit un arrêté anti-expulsion qui aurait été effectivement illégal puisque nous serions mis face à une décision de justice. Nous avons mis un arrêté imposant à l'État de faire des propositions de relogement quand il propose le concours de la force publique. Bon, l'arrêté a été annulé de la même façon. C'est anti-remise à la rue. Voilà, donc il a été attaqué, nous allons probablement faire appel de cela. Ça pointe juste quelque chose. Ça pointe le fait que l'État, finalement, viole les lois qu'il a lui-même mis en place et que ça, c'est une mise en danger collective de ceux qui subissent cela, mais au sens large de la communauté de vie, là où ça se passe, parce que c'est vraiment un trouble aussi à l'ordre public et une violation de notre humanité commune. Alors moi j'entends bien le maire de Grenoble qui prend part à des grands débats nationaux et il a évidemment toute la légitimité pour le faire. Vous avez également participé à l'attaque de Total pour inaction climatique. On vous a vu signer une tribune également pour la légalisation régulée du cannabis. Mais en revanche, quand il s'agit du burkini, là le maire de Grenoble refuse de prendre position. Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a là le croisement de professionnels du développement communautaire, l'Alliance citoyenne. Ça, c'est les activistes qui sont allés se baigner dans la piscine Gendron. Et d'un islam politique, des porteurs d'un islam politique, qui viennent clairement chercher le buzz. Je crois qu'il ne faut pas leur faire ce cadeau-là. Ça a été fait par ceux qui n'ont pas pu se retenir de rentrer dans cette polémique. Ça a été fait par le gouvernement. 3 ministres et le Premier ministre sont intervenus dans des positions totalement floues. Où on ne sait pas si pour eux, nous ne savons pas si pour eux, les piscines doivent être un havre en dehors de tout signe religieux comme les écoles, ou s'ils le laissent en l'état, à savoir où la question de la laïcité n'est pas posée. Et je crois fondamentalement que ce n'est pas aux 36 000 maires de définir quelle est leur version de la laïcité, quelle est leur version de l'égalité républicaine. Le gouvernement a fait le choix de rentrer dans cette polémique. Maintenant, il faut qu'il se positionne et qu'il prenne une position claire. C'est inacceptable. Quant à nous, d'abord, nous refusons tout dialogue avec les religieux sur la question des règlements, religieux quels qu'ils soient. Deuxièmement, nous refusons cette stratégie du buzz. Troisièmement, nous faisons appliquer le règlement tel qu'il est en l'état, à savoir que nous avons fait à chaque fois des verbalisations de ceux qui enfreignent ce règlement municipal qui a été voté au conseil municipal de Grenoble. Si je vous pose la question différemment, pour vous, le burkini, c'est la liberté d'une femme à choisir ou non de couvrir son corps, ou c'est au contraire un outil qui entrave la liberté de la femme ? C'est les deux.
c'est les deux. Dans ce même mouvement, il y a là, on voit bien de l'islam politique qui avance. Nous voyons cette pression qui est mise sur certaines femmes. Et à la fois, il y a là l'affirmation de se dire tout le monde peut aller dans des endroits, dans la rue, aujourd'hui, dans les services publics. La neutralité du service public, ça veut dire que c'est vrai pour les agents, ce n'est pas vrai pour les usagers. Mais encore une fois, il est hors de question de discuter de ces questions-là avec des religieux, quels qu'ils soient. Donc le débat n'a pas lieu d'être. Et en plus, il faut poser évidemment un cadre de sérénité. Là, c'est de l'agitation politique prémunicipale dans laquelle tout le monde s'est jeté. Je le déplore. Moi, j'ai fait avec sang-froid un rappel de notre position. Et c'était mon rôle de rappeler avec sang-froid le cadre du débat public sur ce sujet. Je poursuis dans mon idée des bras de fer. Il y a peut-être un bras de fer aussi au sein de la métropole et des relations parfois tendues avec le président Christophe Ferrari. On dit que les rapports entre vous sont rugueux. C'est Christophe Ferrari lui-même qui le dit. Écoutez. C'est jamais simple de travailler avec une ville-centre. Parce que, je l'ai expliqué déjà, c'est que finalement la ville-centre, elle a des objectifs de ville-centre qu'elle assure pour le compte de tous, mais qu'il faut aussi d'une certaine façon réfréner parce qu'il y a 48 autres communes qui doivent être traitées de la même façon. Donc c'est forcément de temps en temps un peu de rugosité. Mais vous savez, les relations, en fait la question c'est pas... Nous sommes là, des acteurs politiques, pour faire avancer le territoire. Donc nous devons nous parler en franchise, nous devons être francs, nous devons être directs. Et parfois la franchise crée de la rugosité et parfois crée même un peu des fois du conflit. Mais c'est la vie. De la rugosité, des conflits. Grenoble cherche à être traité différemment des autres communes au sein de la métropole ? Pas traité différemment, c'est que nous sommes la ville-centre. Donc s'il n'y a pas de ville-centre, il n'y a pas de métropole. En fait, donc c'est très clair. Et pourtant, nous portons bien une ambition collective. Les 49 communes, les 450 000 habitants, nous faisons partie du même bassin de vie. Donc après, il y a évidemment cette culture historique à Grenoble où on a cultivé l'antagonisme entre les petites communes et la ville-centre. Nous avons, je crois, fait des progrès pour dépasser cela avec des bonnes volontés de part et d'autre. Et puis après, il y a toujours entre deux exécutifs un peu de frottement. Il y a aussi des problèmes de visibilité médiatique, et évidemment. Nous avons, nous, à Grenoble, mon équipe a une visibilité très forte de par sa singularité politique. Et puis, il reste aujourd'hui une légitimité politique du scrutin des communes qui, évidemment, fragilise aussi l'échelon métropolitain. Et nous le portons d'ailleurs avec Christophe Ferrari, le président. Nous avons la même expression. Nous sommes tous les deux demandeurs d'un scrutin universel direct qui permette un projet métropolitain, qui permette que les électeurs votent pour ce projet métropolitain au lieu de voter dans leur commune, et puis qu'à l'échelle métropolitaine, nous fassions la majorité et le programme après les élections, ce qui est totalement incongru. Là aussi, il faudrait que les gouvernements successifs aient le courage d'aller au bout de leurs réformes. Ça avait été abandonné par Hollande, ça a été abandonné également par Macron. Je crois que c'est dommageable pour la démocratie française. Et ce sera effectivement toujours le même type de scrutin en 2020. Donc pas de problème de personnes avec Christophe Ferrari ? Personne, non, on s'entend bien humainement. Si je l'ai soutenu en 2014, et nous avions travaillé cela avant les élections, c'est bien que les choses peuvent changer en 5 ans. Politiquement, non, on sort ensemble là d'une conférence de presse. Vous voyez, nous portons les dossiers collectivement. Ça n'empêche pas évidemment les tensions, mais ça c'est donc vrai dans il vous en veut pas de ne pas soutenir son projet de planétarium sur sa commune de Pont-de-Clé, un projet qui ne vous a pas convaincu? Je l'avais plutôt soutenu quand j'étais conseiller régional. Là, ce que je dis, c'est attention, nous avons voté quelque chose où tous les acteurs doivent être autour de la table, dont le conseil régional. Tant que le conseil régional ne se positionne pas, on se met en danger. Nous mettons, nous, métropole, en danger. À avancer tout seul sans le conseil régional. Il n'y a pas eu qu'une question de financement. Vous avez dit il ne faudrait pas que ce projet soit perçu comme un caprice d'élu. Si ça continue, le projet se continue sans le parcours initial, effectivement ça peut donner cela, mais je ne crois pas que ce sera le cas. J'espère bien que le conseil régional finalement rentrera également dans ce projet. Bon, un bras de fer aussi, celui-là on en a beaucoup parlé, sur l'A480. Grenoble a essayé de faire entendre sa voix, a partiellement réussi sur le projet, on ne peut pas dire d'élargissement, en tout cas de nouvelles voies supplémentaires, d'aménagement.
Mais la métropole, là aussi, a vite rappelé quand même que c'est elle qui devait parler au nom des communes. Non, ce n'est pas ce qui a été fait. Dans ce projet-là, il y a un comité de pilotage dans lequel il y a la métropole, AREA, le département, l'État, parce qu'ils sont financeurs du rondeau. Sur le projet de la 480, nous sommes les 7 communes, nous travaillons ensemble, la métropole peut porter notre voix, et nous avons des objectifs communs qu'on peut exprimer parfois différemment parce que nous avons une ambition forte. C'est qu'il ne peut pas y avoir, c'est d'abord le plan autoroutier, il faut le rappeler, le plan Macron, 3 milliards pour Macron-Valls, 3 milliards pour les autoroutes est une aberration. 300 millions ont été consacrés à Grenoble. Ou bien on dit, on ne veut pas cet argent, c'est de l'argent sale. Ou bien on dit, voilà, quelles sont les conditions pour que ce projet puisse amener quelque chose au territoire. Ça veut dire quoi? Quelque chose pour les riverains. Leur situation aujourd'hui est inacceptable. Donc nous avons poussé effectivement sur des murs en Triburie, sur le 70 km/h. Nous avons obtenu victoire dans une conférence de presse un peu rocambolesque en février, sur également les aménagements et l'insertion paysagère. Deuxième élément, que sur le plan de déplacement, ce soit contributif. Donc nous battons encore pour obtenir une voie de covoiturage depuis le péage de Vorep et nous espérons bien avoir gain de cause. Il y a déjà eu des progrès puisque le conseil départemental a abandonné le projet d'A51. Donc le projet là de certains était de faire une deuxième vallée du Rhône qui passerait par Grenoble et qui continuerait avec la 51 jusqu'à la Méditerranée. Ce projet est abandonné. Les verrous au nord et au sud sont conservés. Nous avons obtenu une voie spécifique pour les transports en commun également venant depuis le sud. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a peu de solutions quand on vient du sud pour rejoindre le centre de la métropole. Et puis, une dimension environnementale. C'est-à-dire du reboisement, 2 arbres plantés pour un coupé, et puis le traitement des eaux également, puisqu'aujourd'hui, cette autoroute est totalement hors norme. Les eaux qui sont pleines de polluants, pleines de métaux lourds, pleines d'huile, partent directement dans la nappe phréatique. Et là, ça permet aussi un traitement des eaux. Donc il y a des conditions qui sont des prérequis. N'a pas abdiqué comme certains. Des prérequis. Donc nous bataillons à chaque étape. Et jusqu'à présent, on peut dire que nous avons obtenu, que la mairie de Grenoble a obtenu par la pression qu'elle met et par le positionnement des autres acteurs, parce que je refélicite le conseil départemental qui a abandonné le projet de la 51 et qui a permis l'amorce de... Ça se passe plutôt bien avec le département, non? Oui, ça se passe plutôt bien, effectivement, parce que Jean-Pierre Barbier est pragmatique. Après, on a des divergences de fond. Nous avons des divergences de fond sur plusieurs sujets. Donc, celles-là, on les porte. Et puis, ça peut nous permettre parfois d'avoir des accrochages publics ou privés. Mais en tout cas, les relations sont franches, directes. Et les endroits où nous avons des accords, nous arrivons à porter des politiques communes en bonne intelligence. Je crois que c'est positif pour l'intérêt général. Je reviens sur les fiertés et peut-être les regrets. On évoquait ici il y a quelques semaines avec Yann Mongaburu, le président du SMTC, issu de votre majorité à Grenoble, la question de la gratuité des transports en commun. Est-ce que ce n'est pas finalement un regret de ne pas avoir réussi à signer ce marqueur qui aurait été un marqueur fort de mandat? À demi-mot, il me disait qu'il fallait peut-être réétudier la question. Oui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'articulation entre la société civile et l'institution quand elle est prise par les citoyens. Nous avions affiché, et nous le portons toujours, une ambition de gratuité pour les 18-25 ans. Les tarifs ont été divisés par 2. Ils étaient à 30 €, 25, 20, 15. Ils sont maintenant à 15 €. Nous sommes les moins chers de France pour ce segment, les 18-25 ans. C'est important. C'est un moment où vraiment la mobilité pèse. C'est important, mais ce n'est pas un marqueur fort, pardon. Pèse. Il y a un moment où on s'est dit, voilà, au sein du conseil du SMTC, du syndicat mixte des transports en commun, il n'y a plus de majorité pour descendre les prix. Il n'y a plus de majorité pour aller vers la gratuité. Et là, on s'est dit, finalement, ou bien les gens se retournent vers nous en disant, vous avez trahi votre promesse, ou bien ils se disent, tiens, vous n'êtes pas assez nombreux dans ce syndicat mixte, donc peut-être que nous allons faire une mobilisation de jeunes de tous horizons, et que cette mobilisation, elle va aller taper aux portes de ceux qui votent contre aujourd'hui pour leur dire, en fait, non, c'est important pour nous.
Donc cette question, ça aurait pu être un de vos regrets finalement, de ne pas avoir réussi. Ça fait partie de ces frustrations. Vous savez, la politique, c'est vraiment l'école de la frustration. On a beau travailler, y consacrer, comme moi d'abord, c'est le non-cumul des mandats. J'y passe 90 heures par semaine, c'est un investissement fort, une exigence sur soi-même pour le collectif, un travail d'équipe et à la fois une incarnation individuelle de chacun. Et c'est l'école de la frustration parce que malgré tout ça, on voudrait toujours en faire plus dans cette transformation de notre ville, notre bassin de vie, dans cette lutte contre le dérèglement climatique, dans l'adaptation au dérèglement climatique, dans ce regard qui est un regard vraiment qui lie le social et l'environnemental, parce que c'est les mêmes causes qui produisent des effets dramatiques dans les deux dimensions. Mais plus globalement, cette question, elle pose aussi la question du temps qui est nécessaire pour faire évoluer les mentalités. Et finalement, est-ce que c'est pas ça qui vous manque aujourd'hui, c'est-à-dire le temps pour tirer les marrons finalement ou récolter, pardon Non, ça marche quand même très bien. D'abord, Grenoble a toujours été précurseur. Vraiment, nous sommes une ville de pionniers. Nous avons un temps d'avance. Et peut-être qu'en 2014, les Grenobloises et les Grenoblois ont fait le choix d'avoir un temps d'avance. Mais on ne voit pas encore les effets. La vignette critère, la ZFE, la zone à circulation restreinte, on n'en voit pas les effets encore. Mais c'est normal, une ville se transforme lentement. Une ville se transforme lentement, et pourtant elle se transforme à la fois lentement, mais au bout de 5 ans, le plan école, c'est l'émergence de nouvelles écoles. On était là encore dans l'école Florence Artaud qui va accueillir ses premiers enfants en septembre prochain, l'école Simone Lagrange, celle de Hoche qui n'est pas encore baptisée. Donc il y a des projets qui émergent. Le plan de circulation a été entièrement refait. Nous sommes en train de boucler les travaux dans cet aménagement du centre-ville. La rénovation urbaine, plus de 400 millions d'euros qui ont été signés pour les rénovations urbaines du quartier de Villeneuve, village olympique, et du quartier de Villeneuve d'Échirolles, Renaudie à Saint-Martin-d'Air, Mistral à Grenoble. Donc la transformation se fait également très vite, à la fois sur ce qui se voit, mais aussi sur tout ce qui se tisse, les 5000 arbres plantés, les jardins partagés, le verger dans chaque secteur, l'alimentation bio et locale, on est presque à 60% maintenant. Nous travaillons avec des restaurants interentreprises aussi pour le faire de façon plus collective, structurer les filières, nous unir. Là aussi, c'est un lien très fort, l'alimentation, avec les autres communes de la métropole et avec le territoire au sens large pour créer des filières. Donc les repas végétariens, tout cela l'aide, et dans le même temps, je disais, l'action sociale, c'est 3,5 millions d'euros qui sont mis chaque année à Grenoble pour que 2500 enfants aient accès à un repas à 77 centimes. Donc c'est vraiment un effort conséquent, et ça marche en fait, ça marche à la fois sur le social et sur l'environnemental. Voilà un catalogue bilan qui nous amène évidemment à revenir à la prochaine échéance, les municipales de 2020. Vous avez vu que La République En Marche avait fait de Grenoble l'une de ses priorités, l'une de ses cibles, et souhaite construire un arc républicain, ni Piolle, ni Carignon. Ça vous inspire quoi ? Je les laisse aujourd'hui à leur méandre interne. Ils attendent de Paris de trancher les questions de stratégie à Grenoble comme ailleurs, en allant un peu partout en France, ce que je fais, en discutant avec des maires de grandes villes un peu partout. Ce qui me frappe, c'est que le discours est toujours le même. Nous avons 2 stratégies, Paris et rajoutez la ville qui vous plaît. Donc ici, c'est Grenoble, Toulouse, Strasbourg, etc. Donc je les laisse aujourd'hui à leurs problèmes de stratégie, qui sont des problèmes de conquête du pouvoir, parce qu'on les voit une fois se positionner avec carrément à droite, une fois à gauche, en fonction des opportunités. Et c'est vraiment une logique que je ne partage pas. Éric Piolle, merci d'avoir été l'invité de ce tout dernier Récap Info. Merci à vous. Je crois que c'est des centaines d'émissions qui ont marqué, je crois, la vie grenobloise, que j'ai découverte en m'engageant en politique. Et puis je peux m'associer, je crois, à l'ensemble des invités pour dire que vous êtes un animateur, et que vous avez été un animateur de cette vie publique avec le recul pour nous faire parler dans un format d'émission qui est rare pour nous, parce qu'une heure, c'est long et on peut vraiment s'exprimer. Donc bonne suite à vous. Merci à vous tous de votre fidélité. Depuis le 11 avril 2008, ce sont en effet 450 Récap Info que j'ai eu le plaisir de présenter avec toujours une ambition, effectivement, donner des choses à comprendre, parfois un peu plus complexes qu'elles n'y paraissent. Merci aux journalistes de la chaîne, aux équipes techniques qui m'ont accompagné ces dernières années, Lise Martin et Mathias Bourrette. Merci au rédacteur en chef Thibault Leduc et au directeur de la chaîne, Gérard Balthazar, pour leur confiance. Merci à tous, passez un très bel été sur Télé Grenoble.